le Soleil deviendra une naine blanche. Une naine blanche finira par devenir une naine noire. Alors, en quoi une naine noire se transformera-t-elle? Nous savons que, dans environ 5 milliards d'années, le Soleil se dilatera pour devenir une géante rouge, si grande qu'elle pourra même englober l'orbite de Mars. Ensuite, à mesure que ses couches externes se dissipent, il ne restera finalement qu'un petit noyau, c'est-à-dire une naine blanche. Lorsqu'une naine blanche vient tout juste de se former, sa température de surface peut atteindre plusieurs centaines de milliers de degrés. Et sa température interne dépasse même les 100 millions de degrés. Si l'on ne tient pas compte de la matière noire et de la désintégration des protons, une naine blanche, faute de source d'énergie, ne peut rayonner vers l'extérieur qu'en s'appuyant sur la chaleur résiduelle qu'elle conserve. Elle entrera donc ensuite dans une phase de refroidissement rapide. En l'espace de quelques milliards d'années seulement, la température de surface d'une naine blanche chutera brusquement de plusieurs centaines de milliers de degrés à seulement quelques milliers de degrés. Par la suite, la vitesse de refroidissement ralentira progressivement, pour finalement se rapprocher de la température du fond cosmique, c'est-à-dire presque du zéro absolu. Ce processus est si long qu'il dépasse de loin l'âge actuel de l'univers. C'est pourquoi, jusqu'à présent, nous n'avons jamais observé de naine blanche complètement refroidie, outre le fait que le temps ne l'a pas permis. À ce stade, la naine blanche serait déjà totalement froide, et n'émettrait pratiquement plus aucun rayonnement vers l'extérieur. Elle apparaîtrait comme une sphère entièrement noire. Elle pourrait ressembler à un trou noir, mais avec une masse bien plus faible, et des effets gravitationnels beaucoup moins marqués. À ce moment-là, continuer à l'appeler « naine blanche » ne semble plus vraiment approprié. C'est pourquoi les scientifiques lui ont donné un nom plus pertinent, naine noire. La naine noire est-elle donc le destin final du Soleil? En réalité, une naine noire est un type particulier de naine blanche. Dans son essence, elle reste une naine blanche, mais avec une température extrêmement basse. Ainsi, la matière à l'intérieur d'une naine noire, comme dans une naine blanche, se trouve également dans un état de dégénérescence électronique. Qu'est-ce que la dégénérescence électronique? Cela signifie que, sous des pressions extrêmement élevées, les atomes à l'intérieur de la matière sont comprimés très étroitement les uns contre les autres. Jusqu'à quel point? À tel point que les électrons situés hors du noyau dépassent même leurs orbites d'origine, et sont tous comprimés sur des orbites très proches du noyau atomique. À l'origine, il existe d'immenses espaces vides entre les noyaux atomiques. Si un atome était un terrain de football, le noyau atomique ne serait qu'une fourmi sur la pelouse. Mais dans la matière à l'état dégénéré électroniquement, l'espace de mouvement des électrons est considérablement réduit, et il n'y a plus autant de vide entre les noyaux. Autrefois, pour qu'une fourmi rencontre une autre fourmi, elle devait traverser tout un terrain de football. Mais maintenant, en levant la tête, elle voit des fourmis partout autour d'elle, bien que l'espace soit extrêmement confiné. Une naine noire, en tant qu'astre à dégénérescence électronique, est très stable. En raison de sa masse limitée, elle ne peut pas continuer à comprimer les électrons externes des atomes vers l'intérieur, ni les forcer à pénétrer dans les noyaux pour devenir une étoile à neutrons. Ainsi, pour une naine noire, l'état de dégénérescence électronique l'accompagnera tout au long de son existence, jusqu'à ce qu'elle rencontre un phénomène particulier, l'effet tunnel quantique. Dans le monde quantique, l'existence du principe d'incertitude permet aux particules microscopiques d'apparaître n'importe où. Pour deux noyaux atomiques déjà extrêmement proches l'un de l'autre, il existe une probabilité extrêmement faible qu'ils fusionnent par effet tunnel quantique. Bien que la probabilité de cette fusion nucléaire froide soit incroyablement faible, tant que le temps est suffisamment long, même la plus faible des probabilités devient inévitable. De plus, pour des étoiles de masse petite à moyenne comme le Soleil, la fusion ne va généralement que jusqu'au carbone et à l'oxygène. Ainsi, les naines blanches et les naines noires qu'elles forment conservent théoriquement encore une certaine marge de fusion. Lorsqu'une naine noire a traversé une durée de temps inimaginablement longue, le carbone et l'oxygène en son sein finissent par fusionner progressivement en fer. Bien que cette transformation soit extrêmement lente, c'est précisément cette lenteur qui sème les graines de l'effondrement. Dans une naine noire déjà complètement refroidie, pour l'oxygène et le silicium, le rapport entre protons et neutrons est relativement équilibré. Dans le noyau atomique, il y a en gros moitié de protons et moitié de neutrons. Mais pour le faire, la proportion de protons est nettement plus faible. Il y a quelques neutrons de plus que de protons. Au cours du processus de fusion menant au fer, les protons excédentaires se transforment en neutrons par capture électronique. Chaque conversion d'un proton consomme un électron. Ainsi, à chaque formation d'un noyau de fer, environ 2 électrons sont consommés. À mesure que les électrons sont continuellement consommés, la diminution de leur nombre affaiblit la pression de dégénérescence électronique. Lorsque cette pression ne suffit plus à soutenir l'intérieur de l'astre, la naine noire, déjà refroidie depuis longtemps, est réactivée et recommence à s'effondrer vers son centre. Que se passe-t-il lorsque la naine noire poursuit son effondrement? Il existe 2 scénarios. Pour les naines noires de masse plus élevée, à mesure que la densité du cœur augmente, le noyau de fer commence à capturer des électrons, affaiblissant encore davantage la pression de dégénérescence électronique. Lorsque la densité du cœur continue de croître,
les frontières des noyaux atomiques commencent à disparaître. Et protons, neutrons et électrons se mélangent progressivement. Finalement, les neutrons deviennent largement majoritaires. À ce moment-là, la naine noire se transforme en une étoile à neutrons. La température de l'étoile à neutrons nouvellement formée remonte alors brutalement. Mais ce processus ressemble davantage à un dernier sursaut. Très vite, elle se refroidit de nouveau et devient une étoile à neutrons noirs. Pour les naines noires de faible masse, leur intérieur est déjà presque entièrement transformé en fer, et il ne subsiste pratiquement plus d'enveloppe. Dans ce cas, l'énergie potentielle gravitationnelle de l'effondrement ne peut être libérée par aucun autre moyen, et explose directement vers l'extérieur. Ainsi, cette naine noire termine son existence d'une manière semblable à une explosion de supernova, mais avec une luminosité bien plus faible. Quel que soit le scénario, l'aspect le plus saisissant de ce processus reste l'échelle temporelle. Des scientifiques ont calculé que les naines noires de grande masse exploseraient en premier, après environ 10 puissance 1100 années. Oui, à un suivi de 1100 zéros. Les naines noires de plus faible masse devraient attendre encore plus longtemps, leurs explosions se produisant vers 10 puissance 32 000 années. À une telle échelle de temps, vous n'avez probablement plus aucune intuition de ce que cela représente. À titre de comparaison, le rayonnement de Hawking est déjà extrêmement lent, n'est-ce pas? Un trou noir ordinaire de masse stellaire n'a besoin que d'environ 10 puissance 67 années pour s'évaporer complètement par le rayonnement de Hawking. Même un trou noir supermassif, au centre d'une galaxie, ne mettrait qu'environ 10 puissance 100 années à s'évaporer. Autrement dit, dans le futur lointain, ce qui restera dans l'univers vide ne sera peut-être pas des trous noirs, mais des naines noires. Et avec l'explosion des naines noires, tout ce qui existe cessera d'exister. À ce moment-là, il n'y aura absolument plus aucun flux d'énergie, et l'univers entrera définitivement dans l'ère de la mort thermique. Vu sous cet angle, le rayonnement de Hawking ne semble finalement pas si lent. En essence, le rayonnement de Hawking est un phénomène connu sous le nom d'effet Inru. Ce phénomène ne se produit pas uniquement pour les trous noirs. En théorie, il devrait s'appliquer à tout objet possédant un champ gravitationnel. Les étoiles à neutrons, les naines blanches, et même toutes les choses de l'univers devraient émettre un rayonnement de Hawking, simplement de manière beaucoup plus faible. Si les naines blanches émettent elles aussi un rayonnement de Hawking, les naines noires peuvent-elles vraiment survivre aussi longtemps? Ou même, des astres comme les naines noires existeront-ils réellement? Dans un article publié en mai 2025, dans une revue de cosmologie et de physique des astroparticules, des chercheurs ont étudié l'évaporation des trous noirs, en l'absence d'horizon des événements, provoqués uniquement par la courbure de l'espace-temps. À partir de leurs calculs, ils ont découvert que le temps d'évaporation d'un objet est inversement proportionnel à la puissance 1,5 de la densité de l'astre. Sur cette base, on peut estimer que, si l'on ne tient pas compte d'autres facteurs, un corps humain aurait besoin d'environ 10 puissance 90 années pour s'évaporer par rayonnement de Hawking. La Lune aurait besoin d'environ 10 puissance 89 années, et une naine blanche d'environ 10 puissance 78 années. Cela montre que, lorsqu'on prend en compte le rayonnement de Hawking, la durée de vie d'une naine blanche est en réalité bien plus courte qu'on ne l'imaginait. Elle est à peu près comparable à celle d'un trou noir de masse stellaire, et n'atteint même pas le temps nécessaire pour devenir une naine noire. Si des naines noires n'apparaîtront jamais dans l'univers, cela signifie aussi que la fin de l'univers pourrait arriver plus tôt que nous ne l'avions prévu.